Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour, écouter une nouvelle vidéo. On est au mois de janvier et on va voir aujourd'hui l'endocardite infectieuse. Alors oui, ça a un rapport avec les urgences, on va voir tout ça. On est parti. Alors en introduction, quoi vous dire sur l'endocardite? L'endocardite, c'est une infection d'une ou plusieurs valves cardiaques, qu'elles soient natives ou bien prothétiques. Alors, l'endocardite, ça fait appel à une infection qui nécessitera donc une bactériémie avec une porte d'entrée de cette bactérie, bien souvent. Et l'agent infectieux retrouvé est bien souvent une bactérie, parfois beaucoup plus rarement un champignon. On va voir ça plus en détail par la suite. Grévé d'une mortalité assez importante, 25% de mortalité dans son ensemble. Et concernant la population atteinte, il y a environ 35 cas par million d'habitants en France par an, avec un âge supérieur à 50 ans dans un cas sur deux. Et dans 2 tiers des cas, c'est l'homme qui est touché. Donc vous voyez globalement ce tableau qu'il va falloir avoir en tête. Alors la porte d'entrée et l'agent infectieux, c'est pareil, c'est quelque chose de primordial à connaître puisqu'il y a des bactéries et donc des antibiotiques qu'il va falloir connaître. Majoritairement le staphylocoque. Dans 40% des cas, avec comme porte d'entrée une atteinte cutanée, du matériel endovasculaire ou une toxicomanie. Le streptocoque oro ou bien d'autres, dans 20 à 13% des cas. Vous voyez que c'est oro bucco-dentaire, mais le streptococcus galolyticus, c'est plutôt digestif. Il faudra rechercher le cancer, absolument, par la suite. Et il y a par ailleurs les entérocoques qui sont plus minoritaires, 10% des cas, origine digestive plutôt, ou urinaire, parfois d'origine nosocomiale. D'autres bactéries, ça peut être aussi, j'en ai pas parlé, mais le Pseudomonas aeruginosa ou d'autres encore, en cas d'atteinte nosocomiale. Bref, il peut y avoir un petit peu de tout, mais c'est plus rare. Et enfin, cette minorité aussi, 8%, où on retrouve du candida avec du matériel endovasculaire, la toxicomanie. Les bactéries, vous voyez, de ce fameux groupe à sec, donc Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Enchinella et Kingella, d'origine plutôt bucco-dentaire dans l'ensemble. Et d'autres plus rares encore, Coxiella burnetii, Brucella, Bartonella, avec un contexte particulier dont les cultures sont de croissance très lente, difficiles à isoler, et parfois l'hémoculture est négative dans 5 à 10% des cas. Comment on fait? Dans ces cas-là, on peut faire des PCR, des sérologies, on peut même prélever la valve, la mettre en culture, et on a un résultat uniquement dans 60% de ces situations. Donc vous voyez qu'on n'a pas toujours la bactérie isolée. La physiopathologie, comment ça se passe? Donc là, c'est issu du papier de Nature, qui est plutôt une revue bien, bien précise et bien recommandée. Il faut avoir en tête que l'endothélium valvulaire normal est résistant aux colonisations, normalement. Mais il peut y avoir certains phénomènes qui vont conduire à des perturbations en fait de l'endothélium et par la suite vont par conséquent créer en fait ce qu'on appelle l'endocardite thrombotique non bactérienne. Donc ça c'est avant l'endocardite infectieuse. C'est un état pathologique qui est favorable, qui permet la constitution de l'endocardite à proprement parler. Et donc, comment ça se passe? Il y a tout d'abord une perturbation du flux, donc une valvulopathie, des pressions qui augmentent, une insuffisance d'une valve, par exemple, ou un traumatisme lors de la pose d'un dispositif ou de manière plutôt chronique. Et donc, cela va créer en fait une perturbation de l'endothélium. Une perturbation de l'endothélium qui va sécréter des facteurs inflammatoires qui va être propice aux bactéries. Des bactéries qui vont persister au-delà d'un certain délai, dont l'inoculum minimal n'est pas bien connu. Donc parfois ça peut être juste une dizaine de bactéries, parfois plusieurs dizaines de milliers de bactéries. Et en fait, l'inflammation locale, la synthèse de fibrine, de fibronectine, etc., va permettre l'agrégation de ces bactéries à ce lieu d'inflammation et permettre par la suite donc la formation de cette endocardite thrombotique d'abord, alors qui est dite non bactérienne, mais en fait c'est vraiment la notion d'inflammation locale, de synthèse de fibronectine
qui va permettre par la suite et faire le lit en fait de cette endocardite infectieuse. Il y a donc prolifération puis après dissémination dans le cas par exemple de l'atteinte traumatique. Mais il y a aussi des atteintes atraumatiques vraiment purement inflammatoires. Vous voyez encore une fois l'endothélium qui est activé avec la synthèse de facteurs inflammatoires, de fibronectine par les monocytes, etc., qui vont par la suite favoriser l'agrégation des bactéries entre elles, l'atteinte générale, la synthèse encore de facteurs inflammatoires et la propagation par la suite. Il faut aussi connaître une notion, ce qu'on appelle la cardiopathie ou les cardiopathies à risque, deux grandes catégories. Deux grandes catégories, la haut risque et bas risque. Bon, c'est pas très complexe comme catégorisation, mais il faut avoir les niveaux, il faut connaître les différentes caractéristiques. Donc pour les hauts risques, il y a la notion de prothèse valvulaire, qu'elle soit mécanique ou non, et aussi les dispositifs intravasculaires, l'antécédent d'endocardite infectieuse et toutes les notions de cardiopathie congénitale cyanogène avec shunt persistant et les dérivations chirurgicales. Et bien à ce moment-là, effectivement, le patient était à haut risque d'endocardite infectieuse. Ensuite, de l'autre côté, on a le bas risque où, pour vous en rappeler, j'ai mis juste les premières lettres, donc macho, pour l'atteinte de la valve mitrale et aortique particulièrement. Pour la mitrale, soit un prolapsus, un épaississement, une insuffisance mitrale. Pour l'aorte, c'est la valve aortique, c'est un rétrécissement, l'insuffisance et la bicuspidie aussi. Et pour la cardiopathie congénitale non cyanogène cette fois-ci, sauf la communication interatriale, elle ne fait pas le lit de risque en fait d'endocardite. Et enfin, la cardiomyopathie hypertrophique obstructive à ce moment-là, qui est aussi un facteur de risque d'endocardite infectieuse, mais à bas risque. Globalement, pour vous en rappeler, je trouvais le moyen mnémotechnique PAC macho, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, mais en fait, ça permet de vous en rappeler quand même, je pense. Donc le P, c'est aussi pour plus, parce que c'est à plus haut risque. Vous voyez, donc prothèse antécédent cardiopathie congénitale cyanogène. Et le macho, donc le M pour moins, et mais aussi pour mitral, le A pour aorte et la cardiopathie congénitale non cyanogène et la cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Par ailleurs, le papier de Nature et aussi le SC 2023 rappellent que la toxicomanie IV et l'immunodéficience sont aussi des risques d'endocardite infectieuse. Alors comment faire le diagnostic? Parce que maintenant qu'on a ces notions et de bactéries et de terrain, parce que c'est une bactérie qui va rencontrer un terrain, comment faire le diagnostic? Pour faire le diagnostic, il nous faut des arguments pour faire un certain score, et ces arguments sont cliniques, microbiologiques et d'imagerie. Donc pour la clinique, l'endocardite, c'est un tableau qui est très, très polymorphe. Alors il y a là la fameuse triade typique qu'on va développer, puisqu'il faut déjà connaître le tableau typique avant d'aller dans les formes trompeuses. Mais la forme trompeuse, vous voyez, ça peut être juste une fièvre nue, une arthralgie, une lombalgie fébrile, certaines complications, plutôt emboliques, fébriles, et parfois juste une fièvre qui est fluctuante ou à l'arrêt de l'antibiothérapie. Alors la triade typique, c'est une fièvre symptomatique, des signes cardio, un signe cardiaque ou des signes cardio, et les signes extracardiaques, emboliques ou immunologiques. Alors on va voir ça, pour la fièvre, bien sûr vous savez ça très bien, une altération de l'état général, des frissons, qui peuvent d'ailleurs être pris parfois pour une myoclonie ou une phase tonico-clonique, mais qui sont des frissons, des sueurs nocturnes, pour le signe cardiaque, un souffle modifié ou apparu, et pour le signe cardiaque, pour les signes extracardiaques, donc il y a ces signes qui sont divisés en emboliques immunologiques. Pour les signes emboliques, on va déjà parler du cœur gauche et après du cœur droit. Pour le cœur gauche, ils sont soit emboliques cérébrales ou bien emboliques extracérébrales. Donc d'abord cérébral, dans 25% des cas, ça peut faire un AVC, un AIT, une convulsion. Vous imaginez quelque chose qui part dans ces artères et hop, ça peut faire des symptômes. Et donc une convulsion fébrile tout à fait compatible avec une endocardite, un abcès cérébral, une hémorragie. Le diagnostic différentiel, ça peut être une méningite ou une convulsion fébrile. Bref, il y a beaucoup de tableaux un peu de diagnostic différentiel compatible. Vous voyez ces imageries qui ne sont rien d'autre que des complications de l'endocardite, qui sont à connaître extrêmement bien puisqu'ils vont modifier la prise en charge. Ensuite, on a les causes,
les emboles extracérébrales, 30% des patients. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'atteinte cérébrale, si on revient juste dessus, il y a 80% des patients qui ont qui ont une atteinte cérébrale asymptomatique. 80%. Donc c'est quand même extrêmement important de les rechercher, même s'il n'y a pas de symptômes, on va le voir après avec les recos ESC 2023. Pour les causes donc extracérébrales, j'y viens du coup, les abcès d'organes pleins, par exemple ici des infarctus spléniques, une ischémie de membres, plutôt en distalité, ça peut être n'importe quel organe qui est ischémié. Ensuite, pardon, excusez-moi, arthrite ou spondylodicite, une atteinte cutanée, un anévrisme mycotique. Bref, il y a le choix pour les embolies extracérébrales. Maintenant qu'on a fait le cœur gauche, on va voir ce qui peut partir du côté droit, sur la tricuspide. Et bien sur le côté droit, ça va aller tout simplement dans le poumon, avec une embolie pulmonaire plus ou moins massive. Vous voyez ce case report où il y a des emboles un peu diffuses, un peu partout, sur la scintigraphie pulmonaire. Ça peut donner aussi une toux variable. Et donc non, je n'ai pas de fièvre et non, ce n'est pas une endocardite. J'espère. Enfin, les causes immunologiques, purpura vasculaire, je vous montre une petite image, avec aussi la notion de nodule d'Osler. Comment faire la part des choses entre un nodule d'Osler et puis une autre atteinte. Donc le nodule d'Osler, il est comme le haut, il est rond, il fait mal, on le sent. Vraiment, c'est ce haut qui encercle, qui est bombé. Et en fait, c'est une atteinte au niveau intimal des artères, des artérioles, puis après une extension des veines, au niveau des veines et des capillaires, qui va donner une nécrose avec une atteinte globale où on a des PNN. Ça peut donner un abcès d'ailleurs localement, hein, des PNN et des complexes humains. L'érythème palmoplantaire de Janeway, il est comme le J de Janeway, il est plat. On ne le sent pas, il fait pas mal, contrairement à l'Osler. Et j'ai mis une petite astérix, puisqu'en fait, ça peut être aussi de cause embolique. On retrouve des débris cellulaires, des bactéries parfois aussi, des PNN, et ça peut être parfois du complexe humain, mais c'est vraiment plutôt... Alors on le classe dans la cause immunologique, mais c'est plutôt embolique aussi. Et enfin, les taches de Roth qu'on peut retrouver au fond d'œil. L'hémoculture maintenant, sur le plan microbiologique, eh bien, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Eh bien, c'est l'examen clé. C'est l'examen clé. Idéalement, ça nous permet d'avoir aussi la bactérie en cause et d'adapter l'antibiotique. Comment on fait le prélèvement? Eh bien, on fait idéalement, encore une fois, idéalement, 3 hémocultures en 24 heures, espacées d'1 heure. Si ça peut attendre. Mais des fois, on ne peut pas attendre. Donc, on peut se permettre de faire 3 hémocultures dans l'heure. S'il y a un sepsis, donc ça veut dire 3 paires aérobie, anaérobie. Et ça, c'est dans le monde idéal. Après, s'il est en choc septique, on n'a que 2 hémocultures, enfin une paire aérobie, anaérobie. C'est pas grave, on fait quand même comme ça. Hein. On pourra prélever éventuellement après, mais on ne va pas attendre que le patient soit en choc pour commencer éventuellement l'antibiothérapie. Ça n'a pas de sens. Parfois, l'hémoculture est négative. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut interrompre l'antibiothérapie en cours pendant 72 heures et reprélever. Mais attention, bien sûr, on n'interrompt pas s'il y a un abcès ou une végétation, s'il y a une destruction valvulaire ou si le patient est en sepsis ou choc septique. Et on peut faire d'autres prélèvements comme des sérologies, PCR ou prendre l'avis spécialisé, bien sûr. L'imagerie maintenant, parce que c'est un point extrêmement important, l'imagerie typiquement, si ça atteint le cœur, qu'est-ce qu'on va dire? On va regarder avec l'échographie cardiaque. Alors oui, évidemment, c'est ce qu'il faut faire en première intention, c'est l'ETT, une sensibilité de 70% et pour l'ETO 90%. Donc c'est quand même plus intéressant d'aller à l'ETO, mais parfois c'est compliqué de le faire, hein. Le patient ne tolère pas très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher? Des petites images comme ça, vous voyez, avec sur les images de gauche, l'atteinte de la valve aortique, cette grosse végétation, qu'on peut voir aussi en ETO, un peu mieux. Alors, je vais prendre juste le pointeur de la souris. Ici, vous voyez cette végétation qui est assez conséquente tout de même. Là, au niveau de la tricuspide avec la flèche, je vous ai mis aussi une atteinte du cœur droit, et en ETT, et puis là, en ETO, où on voit bien contre-logé, avec cette sonde qui est dans l'œsophage, contre-logée, on voit cette végétation qui est énorme. Et donc tout ça, eh bien, ça signe effectivement l'endocardite. Il faut refaire l'échographie si c'est négatif à J7 ou J10 et envisager le TO par la suite, évidemment, si c'est négatif.
Qu'est-ce qu'on cherche? Une végétation, on vient de le voir, un abcès tout à fait possible, plutôt au niveau du septum interventriculaire. Ça peut être une perforation de valve, une désinsertion prothétique. Et on va évaluer aussi la fonction systolique et la fuite valvulaire qui peut indiquer une prise en charge chirurgicale en urgence. Il n'y a pas que l'échographie. ESC 2023, ses recommandations stipulent qu'on peut tout à fait utiliser une autre imagerie à type soit d'IRM cardiaque, un scanner injecté aussi au niveau cardiaque, ou bien une imagerie par tomodensitométrie, émission de positrons. Donc ça peut être un TEP 18 FDG ou leucocyte marqué, ça marche très bien s'il y a du matériel, surtout évidemment. Et ça peut poser le diagnostic comme critère majeur. Ensuite, une fois qu'on a récupéré tous ces critères, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous ai dit, il y a des critères. Alors, il y a d'anciens critères de Duke qui ont été revus en 2023 et que je vais vous donner. Donc, en fait, il faut des critères majeurs et des critères mineurs. Pour les critères majeurs, il y en a deux types. Il y a l'hémoculture, d'où l'intérêt de faire des prélèvements quand même, et l'imagerie. Pour l'hémoculture, alors il y a des critères assez particuliers, je vous laisserai les lire plus longuement. Alors il faut soit deux hémocultures d'un même prélèvement. On prélève à H0, à T0 et on tombe sur deux fois une bactérie qui pousse, donc cette même bactérie, pour un même prélèvement. Sinon, ça peut être des hémocultures pour les positives sur des prélèvements qui sont séparés, mais de 12 heures, d'où l'intérêt de reprélever plusieurs fois. Et sinon, il faut toutes des 3 ou au moins 4 hémocultures qui sont séparées de 1 heure. Alors, toutes des 3 ou plus de 4, ça veut dire quoi? Des fois, on peut faire sur 48 heures, par exemple, 5 ou 6 prélèvements. Et puis, il y en a, par exemple, 4 qui sont positifs. Mais sinon, il peut y en avoir que 3 qui ont été faites en 48 heures. Ça pose le diagnostic quand c'est séparé d'1 heure. Sinon, il y a des hémocultures positives à Coxiella burnetii ou le titre en IgG qui est supérieur au seuil. Pour l'imagerie, simplement une atteinte de la valve. ETT, OTO, une imagerie, peu importe, on en a parlé avant. Et pour les critères mineurs, on a soit une prédisposition. Donc vous voyez que critère mineur, c'est une prédisposition. On en a parlé avant. Pour les hauts risques et bas risques, on est là-dedans. Donc tout de suite, vous voyez, une personne qui a une prothèse d'une valve qui est fébrile, il a déjà 2 critères mineurs. Ensuite, troisième point, critère mineur, c'est une complication emboligène, même si elle est asymptomatique. Donc là, je parle surtout des AVC, parce qu'ils sont majoritairement asymptomatiques. Ça peut être juste des microbleps, juste ça. Petite atteinte hémorragique, hop, ça pose le critère mineur. Un phénomène immunologique, on en a parlé, ça peut être aussi une atteinte glomérulaire, pardon. Donc il faut aussi faire une BU à chaque fois, bien sûr, chercher les protéines. Et aussi un facteur microbiologique qui ne correspond pas aux critères majeurs. Donc je vous laisserai lire en détail. Et une fois qu'on a cherché tous ces critères, qu'est-ce que ça donne? On a le diagnostic qui est posé s'il y a 2 critères majeurs. Évidemment, s'il y a une hémoculture qui pousse à quelque chose de très particulier, plus une image de végétation, obvious. Mais on peut aussi avoir un seul critère majeur, une imagerie sans hémoculture qui pousse, avec 3 critères mineurs, ça pose le diagnostic, ou 5 critères mineurs, mais de catégories différentes, bien sûr, et ça pose à ce moment-là le diagnostic. Mais le diagnostic est retenu comme étant possible s'il y a un critère majeur et 2 mineurs. Donc vous voyez que s'il y a une personne qui a une valve cardiaque avec une hémoculture positive, il est peut-être fébrile, le diagnostic est possible. Donc il faut quand même toujours aller plus loin pour ces patients-là, et c'est là-dessus où je voulais insister. 3 ou 4 critères mineurs, ça peut être aussi un diagnostic possible. Bref, comment on réfléchit au final? La première des choses, ça va être de faire le bilan initial, donc un examen clinique complet. Vous avez vu pourquoi il faut faire un examen complet. Les hémocultures, l'échographie cardiaque, le TT d'abord. Ensuite, on va rechercher les signes de gravité. Donc les signes de gravité, c'est le choc cardiogénique, le choc septique. Ça, c'est ce qui est vraiment retenu dans la SPILF. Personnellement, je rajoute aussi l'AVC ischémique hémorragique parce qu'on va voir que ça change vraiment la prise en charge, cela. Ensuite, on va rechercher s'il y a des localisations extracardiaques. Donc un scanner, un cérébral thoraco-abdominopelvien, on peut faire un TEP aussi, une IRM cérébrale, même un fond d'œil. Alors quand est-ce qu'on va le faire? Si on suit les recommandations ESC, ils nous disent que faut le faire, oui, c'est maybe considered. Merci pour cet anglais magnifique. Même les patients asymptomatiques.
Oui, grade 2B, donc je pense qu'il faut quand même aller plus loin pour ce type de patient. Pas forcément aux urgences même, mais il faut aller plus loin pour ces patients. Et enfin, le traitement de la prise en charge. On est déjà à 20 minutes, je ne vais pas développer toute l'antibiothérapie puisqu'on pourrait en parler pendant des heures, mais on va voir un petit mot, bien sûr, de l'antibiothérapie. Alors, pour l'antibiothérapie, quand débuter l'antibiotique? S'il y a un sepsis choc septique ou une forte suspicion clinique d'endocardite, sous-entendu, on a posé le diagnostic, ou une indication de chirurgie valvulaire en urgence, on débute immédiatement. Et on fait les prélèvements, bien sûr. Dans les autres cas, l'antibiothérapie est adaptée à l'antibiogramme. Ça veut dire que si on n'est pas certain du diagnostic, qu'on n'a pas encore eu la bactérie à l'hémoculture, dans ce sens-là, bien souvent, on peut se laisser le temps. Quels critères de guérison? Parce que ceci est une des grandes questions. S'il n'y a pas de rechute, oui, ça paraît logique. Et on débute le critère de durée d'antibiothérapie à partir des premières hémocultures négatives. Donc si on traite 2 semaines, c'est 2 semaines à partir du moment où il y a la première hémoculture négative. Et si on traite 4 semaines, etc., toujours refaire des hémocultures de contrôle à J2, J3 par exemple, après le début des antibiotiques. C'est pour la durée de l'antibiothérapie, d'accord? Et un petit mot sur la chirurgie. Alors j'ai peut-être un petit peu la flemme, mais je trouve qu'il était très bien fait cet algorithme, cet arbre décisionnel de l'ESC 2023. Donc quand est-ce qu'il faut faire une chirurgie pour l'atteinte du cœur gauche? S'il y a une défaillance cardiaque, oui, s'il y a un choc cardiogénique, un œdème pulmonaire, oui, en urgence. S'il y a une hémodynamique instable, oui. Sinon, on peut attendre un petit peu. S'il y a une petite insuffisance cardiaque, on peut temporiser un peu. S'il y a une infection qui est non contrôlée, un abcès local assez important, une fistule, la végétation, etc. Pareil, on y va. S'il y a des hémocultures persistantes, ça veut dire une antibiothérapie efficace, bien conduite, à l'antibiogramme pendant 1 semaine. À ce moment-là, classe 2A tout de même. Par la suite, je vous laisserai voir, si vous voulez, le reste de l'algorithme. Et le dernier point, c'était l'embole, la végétation à risque. Dès qu'on dépasse 1 cm, ce qui est quand même déjà gros, vous imaginez ça au niveau du cœur, malgré une antibiothérapie efficace, oui, on y va. Et pour d'autres raisons chirurgicales, c'est pareil, on y va. Je vous laisserai lire l'algorithme. Mais en gros, c'est insuffisance cardiaque, infection non contrôlée et haut risque emboligène. Un dernier point, c'était pour l'AVC. Vous allez voir pourquoi. Je n'ai pas repris tout l'algorithme, mais globalement, si un patient présente un AVC avec une endocardite, soit malheureusement le patient est grabataire et par la suite, il n'y a pas de plus-value pour son espérance de vie, sa qualité de vie, à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt à faire la chirurgie cardiaque. C'est un AVC majeur, donc quasiment tétraplégique, entre guillemets, ou hémiplégique, vous voyez, bien sûr, il n'y a pas d'intérêt. Et selon le type d'AVC, si c'est ischémique, on peut y aller. Par contre, si c'est hémorragique, on n'y va pas, on attend, sauf si c'est des petits microblebs. À ce moment-là, on peut y aller, mais à discuter avec la team de l'endocardite, ce qui rappelle dans les recommandations ESC 2023. Et donc voilà, on va partir sur les points clés maintenant qu'on a vu tout ça. C'est une pathologie rare, oui, heureusement, mais grave. Pour retenir les cardiopathies à risque, à haut risque et à bas risque, PAC et macho, l'antibiotique, oui, à adapter selon les bactéries, surtout Staph strepto-entérocoque. Retenez pas que la légionelle, ça donne des endocardites. Non, c'est extrêmement rare. C'est déjà décrit, mais c'est extrêmement rare. Un souffle fébrile, c'est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Une clinique très variée, très trompeuse, donc il faut vraiment être systématique. Des hémocultures répétées, avec des sérologies éventuellement, PCR, le TT, le TO, mais d'autres imageries aussi, bien sûr, avec un scanner, plus ou moins imagerie cérébrale presque systématique, un TEP scanner et l'antibiothérapie prolongée. Voilà. Et donc on arrive à la fin de la vidéo déjà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses ou revu des choses. Si ça vous a plu, bien sûr, vous pouvez vous abonner, de cliquer aussi sur la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, eh bien,